Bonjour et bienvenue dans ce premier cours de pharmacie de la tute rentrée. Donc moi c'est Marlène, une de vos deux tutrices de pharmacie et je suis en deuxième année de pharmacie. Je vais vous faire le cours d'introduction à la chimie thérapeutique et le dernier cours, l'introduction à la pharmacognosie. Ma co-tutrice Mathilde, qui est en deuxième année de maïeutique, va vous faire le cours de solubilisation et la suite du cours de chimie thérapeutique. Donc déjà, je voulais commencer en souhaitant un bon courage à tout le monde pour la reprise. Pour certains, vous êtes sûrement en partiel de licence. Vous en faites pas, ça va bien se passer. C'est vraiment la licence, ça peut se plier tout seul. Et donc aussi pour le deuxième semestre, il ne faut pas s'inquiéter, ça vous allez voir, vous allez reprendre vos réflexes tout seul, ça revient tout seul, vous avez fait un super premier semestre. Le deuxième semestre, ça va dérouler, vous allez voir, tout va bien se passer. Donc la pharmacie, c'est une matière hyper sympa à bosser, vous allez l'apprécier et donc au total, on va vous faire 4 cours en pharmacie pour cette chute rentrée. On va commencer par l'introduction à la chimie thérapeutique. Donc l'introduction à la chimie thérapeutique, c'est deux grands axes. Donc l'introduction où il y a beaucoup de définitions et je vais poser donc toutes les bases, l'essentiel à savoir. Et ensuite on va voir la conception du médicament, les aspects chimiques, identification et validation de la cible et interaction entre un médicament et sa cible. Donc c'est des parties assez importantes du cours. Dans l'introduction, la chimie thérapeutique ou pharmacochimie est une discipline étudiant la conception et la synthèse de molécules à visée thérapeutique. C'est un domaine pluridisciplinaire où on y retrouve chimie organique, pharmacologie, biochimie, physico-chimie, modélisation moléculaire, biophysique et biologie moléculaire. Et donc la chimie thérapeutique est développée par rapport aux maladies. Et on définit la maladie comme une altération de l'équilibre biologique interne d'un être vivant. Et les médicaments vont permettre de rétablir cet équilibre en agissant soit sur des facteurs génétiques ou des facteurs externes. On continue avec les définitions et donc cette chimie thérapeutique nous permet de développer des médicaments. On définit également qu'est-ce qu'un médicament. Donc c'est toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales, ainsi que tout produit pouvant être administré à l'homme ou à l'animal en vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier leur fonction organique. Donc on en a fini pour les définitions, donc c'est quand même essentiel à savoir pour la bonne compréhension du cours. Et ensuite on va passer à la deuxième partie du cours, les différentes étapes de la conception du médicament et plus particulièrement les aspects chimiques. En pharmacologie, je crois que vous avez vu les essais précliniques, essais cliniques, les demandes d'AMM et la législation, alors que nous en pharmacie on va s'intéresser à ce qu'il y a avant, donc les 3 premières étapes. Donc la première étape qui est l'identification et la validation de la cible, la deuxième étape la découverte d'une molécule active et donc la troisième étape l'optimisation de cette molécule. Les 3 premières étapes font partie de la conception du médicament et l'étape 1 et 2 sont concomitantes. Nous allons donc commencer par voir l'identification et la validation de la cible et ensuite les interactions cible-ligand thérapeutique. Donc identification et validation de la cible. Une cible thérapeutique peut être une structure cellulaire ou moléculaire, protéine ou acide nucléique. Et cette cible est impliquée dans la pathologie sur laquelle le médicament agit. En fonction de l'objectif recherché, les médicaments n'agissent pas de la même manière. Donc, et pour ce qui est important aussi à savoir, c'est pour l'identification et la validation de la cible, il faut une quantification de la modulation de l'activité de la cible. Donc il faut qu'on soit sûr qu'il se passe quelque chose et que ce soit mesurable. Il faut aussi que la cible a la capacité de se lier à une petite molécule. Si la cible n'est pas capable de réagir si on lui envoie quelque chose, ça ne sert à rien de vouloir développer une molécule. La petite molécule a la capacité de moduler, donc activer ou inhiber l'activité de la cible. On dit qu'elle est druggable, donc ça vient de drug, qui est le mot anglais de médicament. Et ensuite, clonage et l'expression de la cible pour mieux étudier l'interaction cible-ligand. Si on peut réussir à isoler notre cible et ensuite pouvoir l'exprimer en très très grande quantité, ça nous fait encore plus d'opportunités pour étudier toutes les interactions qui vont avoir lieu. Donc ensuite, on va détailler les interactions entre un médicament et sa cible. Donc première partie, objectif de l'étude. Donc cette étude n'est pas faite au hasard.
elle est réalisée pour caractériser la cible thérapeutique. Il faut étudier les interactions entre le ligand et sa cible. Et cette étude a pour but de créer des interactions plus sélectives, d'augmenter l'activité pharmacologique et de diminuer les effets secondaires. Deuxième partie des interactions, ce sont les enzymes. Les enzymes sont des catalyseurs de la vie. Il y a une complémentarité enzyme-substrat, c'est très important à savoir. Et parce que, par exemple, on veut que notre molécule se lie à certaines enzymes ou on ne veut pas du tout qu'elles se lient. Parfois, ça peut être aussi utile de catalyser nos principes actifs. S'ils sont trop toxiques à l'administration, on va faire en sorte qu'ils le soient moins et qu'une fois dans le corps et catalysés, ils deviennent actifs et donc ils sont toxiques le moins longtemps possible. Donc qu'à partir du moment où ils ont été catalysés et pas à partir de l'administration où vous l'avalez. Et les substrats aussi s'ancrent à l'enzyme au niveau du site actif, c'est important à savoir et c'est utile pour la suite. Il y a des caractéristiques importantes à savoir sur les enzymes et là vous allez voir c'est beaucoup de rappels de biochimie du premier semestre. Donc les enzymes augmentent la vitesse des réactions biochimiques, elles se retrouvent intactes à la fin du processus enzymatique, elles affaiblissent les liaisons à rompre et elles offrent une surface propice à la réaction biochimique pour que la réaction se déroule dans les meilleures conditions. Ensuite, troisième sous-partie, les récepteurs. Les récepteurs sont des macromolécules protéiques localisées dans une petite région de la cellule. Ce qui est important dans le développement d'un ligand, c'est d'étudier les caractéristiques du récepteur. Parce qu'en fonction de l'environnement cellulaire, les ligands n'auront pas la même structure tridimensionnelle. Et donc, on ne va pas développer le ligand de la même manière. Donc, les récepteurs peuvent être membranaires ou endoplasmiques. Les récepteurs membranaires se situent dans les zones très hydrophobes de la membrane, alors que les récepteurs endoplasmiques se situent dans le cytoplasme, donc ils sont plutôt hydrophiles. L'isolement d'un récepteur est difficile, on doit passer par des étapes d'ultracentrifugation, de chromatographie d'affinité, mais aussi dès qu'on sort la protéine de son environnement, on risque de perdre sa conformation et donc sa fonction. Donc c'est très important d'isoler au mieux, mais ça reste très difficile. Ensuite, au niveau moléculaire, les interactions ligand-récepteur se divisent en 3 étapes: reconnaissance, transduction et amplification. Donc la première étape, reconnaissance. Il y a une reconnaissance mutuelle entre le ligand et le récepteur. Il faut qu'il y ait une complémentarité entre les deux protagonistes pour que l'interaction soit possible. Pas de complémentarité, aucune interaction. Ensuite, transduction. Il y a une modification allostérique, la modification de la conformation du récepteur. Elle permet l'interaction avec une molécule plus petite qui va permettre la dernière étape. Donc cette dernière étape qui est l'amplification. L'amplification, donc on part du signal du récepteur et on va aller vers de nouvelles interactions moléculaires. Et donc ça c'est une partie que vous avez sûrement dû voir en biologie cellulaire, avec la voie des MAP kinases, etc. Donc quatrième sous-partie, les ligands. Donc les caractéristiques du ligand sont très importantes à savoir. Donc l'affinité du ligand, l'activité intrinsèque et l'activité thérapeutique. L'affinité du ligand, c'est l'aptitude du ligand à se fixer à la cible. Elle est due aux propriétés géométriques et électroniques du ligand. C'est sur ces propriétés qu'on se focalise pour comprendre la relation structure-affinité. L'activité intrinsèque, cela correspond aux antagonistes, aux agonistes ou aux mixtes, donc c'est à la fois agoniste et antagoniste. C'est l'activité pharmacologique, donc de simulation ou d'inhibition, mesurée directement sur la cible. Et ensuite l'activité thérapeutique, elle est différente de l'activité intrinsèque, puisque c'est l'activité qu'on mesure in vivo sur l'ensemble de l'organisme. C'est la résultante de toutes les interactions entre les différentes cibles de l'organisme. Donc vraiment, ces 3 caractéristiques sont importantes à savoir, à différencier. Il faut savoir toutes les caractéristiques, les propriétés auxquelles on les rattache, et si ça va être donc agoniste, antagoniste, ou sur qu'est-ce que ça va nous permettre de comprendre sur le développement de notre médicament. Interaction, 5e sous-partie, les conditions d'interaction ligand-cible protéique. Donc les cibles protéiques sont les cibles thérapeutiques les plus étudiées. L'interaction ligand-cible est un phénomène dynamique. Donc petit point aussi sur la structure des acides aminés, puisque c'est ça qui va nous permettre d'étudier les différentes structures des protéines.
Donc la structure de base des acides aminés est caractérisée par une fonction carboxylique, COOH, une fonction amine primaire, NH2, et une chaîne latérale R. Et c'est cette chaîne latérale qui va différencier chaque acide aminé. Et ces trois groupements, donc fonction carboxylique, fonction amine primaire et la chaîne latérale, sont portés par le même carbone. Différentes structures des protéines, il y en a 4, de primaire à quaternaire. En premier, la structure primaire des protéines, les liaisons peptidiques. On a l'épine dorsale peptidique qui correspond à l'enchaînement des acides aminés. Et ensuite, on a les chaînes latérales R qui sont de part et d'autre de l'épine dorsale peptidique. La liaison peptidique est la liaison covalente qui sera déterminante de la structure des protéines. Elle permet l'enchaînement des acides aminés dans la protéine. Et donc sur ce schéma, on voit très bien l'épine dorsale peptidique, donc qui correspond à l'enchaînement des acides aminés. Et ensuite, on a les chaînes latérales R qui sont de part et d'autre de l'épine dorsale peptidique. Ensuite, on va voir la structure secondaire des protéines, les liaisons faibles. Les liaisons faibles sont des liaisons électrostatiques. Elles interviennent dans la structure secondaire des protéines au sein des liaisons peptidiques. Dans le cas des protéines, ce sont des liaisons hydrogènes. Dans cette structure secondaire, on va distinguer les hélices alpha et les feuillets bêta. Les hélices alpha sont des liaisons hydrogènes orientées selon l'axe de l'hélice, et les chaînes latérales pointant en dehors et perpendiculairement à cet axe. Et ensuite on a les feuillets bêta, qui sont des superpositions de deux chaînes protéiques. On a les liaisons hydrogènes qui vont se faire entre les deux chaînes, et les chaînes latérales R sont perpendiculaires au feuillet. Les carbones alpha se trouvent au niveau des crêtes et des creux de chaque feuillet. La structure quaternaire est facultative des cibles protéiques et donc ce sont des liaisons électrostatiques faibles qui permettent l'association de deux ou plusieurs structures tertiaires pour former la structure quaternaire. Donc la structure quaternaire, ce n'est pas une continuité de la structure tertiaire, c'est un assemblement, un regroupement de plusieurs structures tertiaires. Par exemple, l'hémoglobine qui nous permet de transporter l'oxygène dans le sang, elle est composée de 4 sous-unités, donc de 4 sous-unités de structure tertiaire, parce que la structure tertiaire est la forme finale fonctionnelle. Et voilà, on arrive à la fin de ce cours d'introduction. Donc c'est un cours assez simple, mais il faut réussir à bien connaître toutes les caractéristiques, de différencier les différentes étapes, connaître les caractéristiques des ligands, des enzymes, des récepteurs, et aussi de connaître la différence entre toutes les structures des cibles protéiques. Donc bon courage pour la reprise et ne lâchez rien tout au long du semestre.